Au début des années 1990, le sud-est de Londres est en proie à un violeur en série. Il y avait un dangereux prédateur sexuel dans le secteur. Le criminel désaxé choisit ses proies. Il profitait souvent de la peur des jeunes mères qui voulaient protéger leurs enfants. La violence s'intensifie. De plus en plus de victimes nous signalaient que leur agresseur était armé d'un couteau. Et le violeur devient un meurtrier. Sa rage, sa colère ont atteint un paroxysme. Mais était-il destiné à commettre des crimes aussi haineux? Était-il un tueur né? Ce type se sentait tellement en danger qu'il posait des gestes pour s'assurer que son monde soit protégé. Le quartier de Plumstead est situé au sud de la Tamise, dans le sud-est de Londres. Habité par une communauté multiculturelle, on y trouve une ambiance très animée sur High Street, et aussi de belles rues bordées d'arbres et des terrains communaux formant une partie de la promenade Green Chain. Le secteur compte beaucoup de parcs et de boisés. La promenade s'étend sur de nombreux kilomètres et donne sur une foule de sentiers. C'était un quartier bourgeois. Il y avait très peu de criminalité dans ce secteur. Mais les gens s'y sentaient en sécurité. En 1993, comme tous les parents, Samantha Bissett, une résidente de Plumstead, filme sa fille Jasmine, qui a 4 ans, pour avoir de beaux souvenirs. This is your flower. My flower? Yeah. Hello, I'm Jasmine's mummy, Sam. La jeune maman de 27 ans adore sa fille et tient à lui donner un excellent départ dans la vie. Sam était une femme qui savait ce qu'elle voulait. Elle était très féministe et elle avait un bon sens de l'humour. That used to be my boyfriend under there. What? Jasmine était adorable. Elle s'entendait bien avec les autres enfants et avec les adultes. Sam l'élevait très bien. C'était une très bonne mère. Ah, that's nice. Toute sa vie tournait autour de Jasmine. Le logement de Samantha est au sous-sol, à la limite de Winds Common, un coin tranquille idéal pour élever des enfants. Sam jouait souvent dans l'herbe ici, un peu partout, dans tous les espaces verts des environs. Mais un soir de novembre, une tragédie va ébranler ce charmant quartier si paisible. Quand j'ai vu que la porte était verrouillée, je me suis dit qu'elle était sortie. J'ai ouvert. Et j'ai tout de suite vu une tache sur le tapis. Je ne pouvais pas dire ce que c'était. Je suis allé à la cuisine chercher quelque chose pour la nettoyer et j'ai vu les vêtements de Sam par terre. J'ai cru qu'il y avait eu un cambriolage. Puis, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Quelque chose de très grave. Un intrus est entré de force dans l'appartement de Samantha. Dans le couloir, on pouvait voir qu'elle s'était violemment débattue et qu'il l'avait poignardée. Elle est sans doute morte assez rapidement. Il a traîné son corps dans le séjour, où il l'a étendu. Puis, il a sans doute traversé le logement jusqu'à la chambre de Jasmine, qu'il a étouffée dans son petit lit. Les résidents de Plumstead sont anéantis par cette tragédie.
Pendant que la police entreprend l'enquête portant sur l'horrible double meurtre, Robert Napper, un homme du quartier, a ses propres ennuis avec la justice. Il s'était fait arrêter pour vol à l'étalage et il s'était fait pincer en train de tirer dans un boisé avec un fusil à air comprimé. Son infraction la plus grave avait été la possession d'une arme à feu. Malgré sa récente condamnation, le jeune homme de 27 ans arrive à trouver un emploi dans une usine de plastique des environs. On avait engagé Robert Napper comme opérateur de machine, c'est-à-dire qu'il empaquetait, il triait et il dégrossissait les objets qui sortaient de la machine. Un emploi très ennuyeux, mais il travaillait aussi bien que tous les autres. Il se débrouillait bien. Il n'avait pas de problème. Napper semble être un employé digne de confiance, et pourtant, il a un passé très instable. Né dans le sud-est de Londres en 1966, il est l'aîné de Pauline et de Brian Napper, un professeur de conduite. Dès sa plus tendre enfance, il a souffert de la violence de son père envers sa mère. Quand il avait 7 ans, son père a fini par quitter la maison et Robert a été évalué par des pédopsychiatres. Il y a un rapport le concernant, selon lequel à un certain moment il se serait servi d'un pistolet à air comprimé ou d'une arme du même genre pour tirer sur un de ses frères. Il y avait une certaine violence entre frères et sœurs. On découvrira plus tard que Napper est atteint du syndrome d'Asperger. Il semblait être très frustré envers les gens en général et il s'attirait beaucoup d'ennuis. Un enfant atteint d'Asperger peut avoir beaucoup de mal à se faire des amis et à les garder. Ce sont des mésadaptés sociaux. Bill Peake, un ancien camarade de classe, se souvient des difficultés de Napper à l'école. De temps en temps, on décidait d'inclure Napper dans notre groupe, mais il avait toujours du mal à s'intégrer, quel que soit le groupe. Il restait dans un groupe un certain temps, puis il s'éloignait de nouveau. Il redevenait très solitaire. Il était très intense. Et quand il vous parlait, il se tenait tout près de vous. C'était assez étrange quand il faisait ça. Ce comportement étrange fait de lui une cible facile. À l'école Abbey, les gens comme Robert se faisaient intimider par les garçons et aussi par les filles, malheureusement. Il était la risée de toute l'école, celui qui attirait les objets volants et un tas d'autres choses. Tout le monde le trouvait bizarre. Les camarades de classe de Napper ne savent pas qu'il cache un secret tragique qui pourrait avoir un profond effet sur son avenir. En novembre 1993, un horrible double meurtre ébranle le quartier de Plumstead, dans le sud-est de Londres. Samantha Bissett et sa petite fille de 4 ans ont été agressées sexuellement et ont subi une violence inimaginable au cours d'une longue attaque. Mais ce secteur de Londres est depuis longtemps en proie à un dangereux prédateur. Durant les années 1980 et 90, il y a eu une série d'agressions sexuelles et de viols atroces perpétrés dans une bonne partie du sud de Londres. Ça s'est produit dans plusieurs parcs et ces viols ont été qualifiés de viols de la Green Chain. L'enquête policière est compliquée parce que les policiers semblent devoir enquêter sur 2 types d'agressions. D'abord, les agressions perpétrées en plein air, comme ceux de Plumstead et de Winds Common. C'est un exemple typique de la Green Chain Walk. Des allées non entretenues, adjacentes à des routes. C'est exactement le genre d'endroit où il choisissait les victimes qu'il allait violer. Les viols en plein air semblaient avoir été perpétrés de façon imprévue, non planifiée, plus ou moins sous l'inspiration du moment.
quand l'occasion se présentait. Les autres agressions ont manifestement été préméditées. Les agressions perpétrées dans la maison de la victime, il semble les avoir préparées. Il a suivi et observé ses victimes et il a fait preuve de beaucoup de patience pour saisir la bonne occasion de façon très méthodique. Le prédateur cible principalement un type de victime. Les jeunes mères accompagnées de leurs enfants. On pourrait dire qu'il choisissait les victimes les plus accessibles et il était tout à fait logique que ce soit de jeunes mamans du quartier. Il mettait à profit leur peur et leur désir de protéger leurs enfants. En fait, il sexualisait cet aspect, ce qui est particulièrement sadique et tout à fait exceptionnel, la sexualisation de la peur. C'est une forme de sadisme. Il voulait que quelqu'un voie ce qu'il faisait. Ça lui donnait l'impression d'être plus fort, plus puissant, quand l'enfant pleurait et s'énervait pendant qu'il violait sa mère. Tout ça venait de son propre esprit, de son besoin psychologique. Conrad Elam se souvient de la série de viols qui ont précédé le meurtre de sa compagne, Samantha Bissett. Voici une partie de la promenade de la Green Chain Walk. Ici, on voit l'arrière-cour de quelqu'un. En épiant et en surveillant les maisons, il pouvait savoir lesquelles étaient occupées par des femmes seules. Ensuite, il n'avait qu'à grimper sur la clôture, et si la porte était déverrouillée, il entrait dans la maison. C'est une façon de dire, tu l'as cherché, tu as laissé ta porte ouverte. Les gens comme moi, on se promène et on choisit ce genre d'endroit parce que vous vous rendez vulnérable. Donc tout d'abord, il fallait qu'il blâme la victime pour avoir une meilleure image de lui-même. Mais comme il n'avait aucune aptitude sociale, il se pourrait qu'il ait simplement voulu lui donner un bon conseil. C'est possible. Le règne de la terreur se poursuit et Robert Napper, un résident du quartier, s'installe dans un meublé tout près sur High Street à Plumstead. Il s'isole de plus en plus. Il s'est éloigné de sa mère principalement parce qu'il déteste son nouveau beau-père. Robert est aussi tourmenté par un problème beaucoup plus profond. Il y avait un rapport relatant un incident survenu quand il avait à peu près 12 ans. Un ami de la famille avait recommandé une personne qui devait emmener les enfants en camping. Et pendant ses vacances, Robert Napper avait subi des abus sexuels. La plupart des gens qui ont été victimes d'abus sexuels ne deviennent pas des agresseurs. Seulement certains d'entre eux. Et presque tous les agresseurs ont subi des abus sexuels. Ce sont des traumatismes extrêmement difficiles à résoudre. Il est probable que cet incident ait été encore plus traumatisant pour Napper parce qu'il est atteint du syndrome d'Asperger. Les enfants atteints du syndrome d'Asperger qui subissent des abus sexuels sont beaucoup plus troublés que les autres enfants et plus tard, ils seront beaucoup plus fragiles. Ils se voient comme des victimes et ils veulent faire quelque chose pour s'assurer que ça ne se reproduira pas. À l'adolescence, un autre diagnostic viendra complexifier les problèmes d'enfance de Napper. On croyait aussi que Napper souffrait de schizophrénie paranoïde. La schizophrénie se manifeste souvent par une incapacité à distinguer la réalité de l'imaginaire. Il prétendait avoir rencontré la reine. Il disait qu'il était poursuivi par l'armée républicaine irlandaise, qu'il avait même déjà capturé et torturé. On lui avait coupé les doigts et il était parvenu à les faire repousser à l'aide d'un procédé quelconque. Il racontait toutes sortes d'histoires abracadabrantes. Le quartier huppé de Wimbledon se trouve à 27 km au sud-ouest de Plumstead. Célèbre pour son championnat de tennis, ce quartier de la banlieue de Londres est doté d'un très grand parc magnifique. Un matin de juillet 1992,
ce paisible quartier familial à l'atmosphère sereine est ébranlé par la découverte du corps de Rachel Nickell, une jeune maman. L'expert en homicide Ron Turnbull est le premier arrivé sur les lieux. On a d'abord tous réagi avec incrédulité. On ne pouvait pas croire qu'une telle chose puisse s'être produite dans un endroit aussi paisible. Ce n'est pas un endroit retiré. On n'aurait pas pu s'attendre à ce qu'une agression s'y produise. C'est un espace ouvert. Même le boisé où on l'a trouvé était assez dégagé. Ses vêtements étaient en désordre et je me suis dit qu'elle avait sans doute été victime d'une agression sexuelle. Le cadavre présentait de nombreuses blessures par arme blanche. Il faut vraiment être enragé pour commettre une telle atrocité 49 fois. Ça en dit long sur le degré de sadisme et de rage du meurtrier. Le meurtre très violent de la jeune mère a été perpétré devant son fils de 2 ans. À cette étape, peut-être que l'enfant représentait quelque chose pour lui. Il voulait qu'il assiste à l'humiliation de sa mère. Il pouvait certainement y avoir plusieurs couches de troubles psychologiques à l'origine de ce meurtre. L'aspect horrifiant de cette agression ébranle tout le pays. Les gens étaient révoltés par les circonstances entourant le meurtre de Rachel Nickell. La population tenait absolument à ce que la police trouve le meurtrier. Après un appel à la population, les enquêteurs s'intéressent particulièrement à Colin Stagg, un homme solitaire du quartier qui devient le principal suspect. Il avait commis plusieurs délits mineurs à caractère sexuel dans le parc. Et il correspondait à la description qu'avaient donnée certaines victimes. Chez lui, on a trouvé ce qu'on croyait être des symboles de magie noire. La police n'a pas eu de mal à comprendre qu'il y avait de bonnes raisons de croire qu'il pouvait être un violent délinquant sexuel. Les policiers sont certains de tenir leur homme. On n'établit pas de lien entre l'atroce agression à l'arme blanche et le violeur sévissant dans le sud-ouest de Londres. Pourtant, le violeur est toujours en liberté et il semble même avoir commencé à imiter l'agression de Wimbledon. Les premiers incidents n'ont pas été violents, mais peu à peu, il y a eu une escalade de la violence et de plus en plus de victimes ont signalé que leur agresseur était armé d'un couteau. Si on décortique la série de viols du secteur de la Green Chain, on se rend compte que le violeur était sans doute impuissant. Dans la plupart des agressions, il n'avait probablement pas réussi à avoir une érection. Il faisait preuve d'une violence extrême après l'agression parce qu'il était profondément insatisfait sur le plan sexuel. Et la violence devenait une sorte d'acte sexuel par procuration. En commettant certains de ces crimes, il a été agressif au plus haut point. Les agressions de la Green Chain s'intensifiant, la police fait appel à la population. Parmi les principaux suspects, on retrouve le résident de Plumstead, Robert Napper. Pour la police, l'un des plus grands problèmes était que la description du violeur variait selon les témoins et qu'elle demeurait vague. On leur disait que l'homme qu'ils devaient rechercher faisait 1,72 m. Les enquêteurs sont allés voir Napper et en fin de compte, il était beaucoup plus grand. Il faisait 1,88 m. Ils l'ont donc éliminé de la liste des suspects. Bien que remarqué par la police, Napper ne fait rien pour attirer l'attention de ses compagnons de travail. Si je me souviens bien, Robert était plutôt quelconque et très discret. Il nous parlait ou il participait à une conversation seulement si on lui parlait. Il n'entamait jamais une conversation. Il n'était pas très sociable. C'était un homme très terne. Ses compagnes de travail se sentent à l'aise en sa compagnie.
La plupart des femmes qui travaillaient à l'usine devaient remonter à pied jusqu'à High Street, à Plumstead. Le soir, quand il faisait noir, c'était plutôt sinistre. Ça donnait froid dans le dos. Les gens avaient un peu peur de faire ce trajet. Robert Napper habitait à Plumstead sur High Street. Elle faisait donc le trajet avec lui. Aucune de ses ouvrières ne s'est jamais plainte et n'a jamais eu la moindre inquiétude. Pourtant, les autorités sont de plus en plus conscientes qu'en dépit de ses manières courtoises, en dehors du travail, les intérêts de Napper sont loin d'être inoffensifs. On nous a signalé qu'un voyeur épiait à l'arrière des maisons, et surtout celle d'une jeune femme qui vivait seule. Quelqu'un a appelé la police, qui a arrêté un certain Robert Napper. Jusqu'à un certain point, Napper devait y trouver une certaine forme de contrôle, et aussi du plaisir sexuel. Il était sans doute motivé par le fait que toutes les femmes qu'il croisait et à qui il essayait de dire bonjour devaient le fuir parce qu'il était très bizarre. Après avoir arrêté Napper, la police peut fouiller son appartement sur High Street. Le meublé où on a arrêté Napper n'était qu'une simple chambre. Mais elle était bien entretenue, tout était bien rangé. On y a trouvé une boîte à outils en métal rouge contenant des couteaux de chasse. On a trouvé un tas de griffonnage sur des plans avec répertoire des rues, sur lequel des trajets étaient planifiés. La carte en question couvre la zone entourant la Green Chain Walk, celle où ont été commis les viols qui ont terrorisé la banlieue londonienne. En 1992, Robert Napper, un résident de Plumstead, est arrêté à la suite de plaintes pour voyeurisme. En fouillant son appartement, la police découvre une boîte à outils rouge contenant des couteaux et une carte du secteur toute griffonnée. Elle était annotée surtout autour de certains endroits dans les parcs qui étaient devenus des terrains de chasse pour le violeur de la Green Chain. Conrad Elam, un résident du quartier, connaît très bien le secteur. À propos de cet endroit, il avait écrit un commentaire du genre « Ça va bien quand c'est sec » ou « Quand c'est mouillé, c'est trop boueux ». Il voulait peut-être dire que personne ne passait par là quand c'était trop boueux. Napper écope d'une peine de prison de 8 semaines pour possession d'une arme à feu. Mais on ne trouve aucun lien entre le reste du contenu de la boîte et le violeur de la Green Chain. Il continue de terroriser le quartier et devient de plus en plus violent en 1992 et 1993. Le meurtre sauvage de Samantha Bissett, une jeune mère de Plumstead, et de Jasmine, sa fille de 4 ans, en est un tragique exemple. Le sergent détective Alan Jackman a été parmi les premiers arrivés sur la scène de crime. C'est l'entrée principale de Heathfield Terrace. Ces marches mènent à l'entrée principale qu'on voit plus bas. Elle n'a pas changé depuis que j'y suis entré avec mes collègues, le 3 novembre 1993. Tout de suite après la porte, on a trouvé de grandes flaques de sang, et plus loin, à l'intérieur, les corps de Jasmine et Samantha Bissett. C'est Conrad Elam, son compagnon de longue date, qui a fait l'effroyable découverte en rentrant à l'appartement ce matin-là. Je suis entré dans la pièce avant et j'ai vu une pile de vêtements avec des bras et des jambes qui dépassaient. Je ne pouvais pas voir grand-chose. Je me suis dit, c'est affreux. Je ne pouvais même pas voir s'il s'agissait de Sam. Puis je me suis dit que je n'avais pas vu Jasmine. Je me demandais si elle était là. Je suis allé voir dans la chambre. Elle était sous une couette. Et j'ai d'abord cru qu'elle pouvait être en vie. Mais je voyais bien qu'elle ne bougeait pas.
Samantha, la mère de Jasmine, a beaucoup de plaies par arme blanche. Et son corps est affreusement mutilé. On a tout de suite senti que c'était un meurtre tout à fait inhabituel. De toute évidence, il ne s'agissait pas d'un premier crime. Autre chose avait dû mener à ce meurtre. Il y avait sûrement eu une progression pour en arriver à commettre un crime aussi horrifiant. L'examen de la scène de crime ne fournit aucun indice. Après avoir identifié toutes les empreintes digitales prélevées dans l'appartement, on a conclu que le meurtrier devait porter des gants. Mais un examen plus approfondi révèle une incroyable coïncidence qui permettra de résoudre l'affaire. Les empreintes digitales du meurtrier et celles de Samantha, la victime, étaient presque identiques. Parce qu'on regarde la télé, on sait tous qu'absolument aucune empreinte ne peut être identique à une autre. Mais il y avait beaucoup de similitudes entre ces empreintes. Et la première personne qui les avait examinées avait fait l'erreur de croire qu'elles provenaient toutes de Samantha. Heureusement pour nous, on avait encore les empreintes. Et on a pu identifier celle de Robert Napper. Napper est appréhendé dans son petit meublé sur High Street à Plumstead. Et la police commence à réunir des preuves contre son principal suspect. Sam m'avait dit qu'un soir, elle était au lit et elle avait vu un visage à la fenêtre. Une seule fois. Elle avait eu peur. À mon avis, ça devait être Napper. Le meurtrier a bien planifié son crime. Et pourtant, il l'a tué de façon frénétique. L'attaque a été extrêmement brutale. Il a tout de suite poignardé Sam Bessette si violemment qu'il l'a probablement tué immédiatement. Ensuite, il l'a traîné jusqu'au salon et il a atrocement mutilé son corps. Un pathologiste dévoilera un autre aspect troublant de l'attaque subie par Samantha. Quand il a reconstitué le corps de Samantha, il s'est rendu compte qu'il manquait une bonne partie de la paroi de l'estomac, un carré d'environ 15 cm. On n'a jamais retrouvé cette partie de son corps. Un criminel méthodique qui sait ce qu'il fait garde un souvenir, une boucle d'oreille, une chaussure, quelque chose du genre. Quelqu'un aux prises avec une grave maladie mentale peut prendre une partie du corps, peut procéder à des morsures ou des coupures ou encore à des expériences post-mortem, comme regarder des choses à l'intérieur du corps. C'est typique des maladies mentales. Les seuls témoins du meurtre auraient entendu les voix de deux agresseurs. Cela peut s'expliquer par l'état mental de Napper. Un des témoins a entendu deux voix d'hommes qui criaient des choses comme « Laisse-la, arrête ». On croit maintenant que c'était Napper qui se criait des choses à lui-même. Napper est en détention provisoire. Et le fait qu'il ait pu commettre des crimes aussi haineux étonne la plupart de ses connaissances. À l'usine, après avoir appris la nouvelle, tout le monde était en état de choc, parce que c'est rare qu'on rencontre ce genre d'individu dans une vie normale. Robert était très effacé à l'école. Ça m'a secoué. Et je suis certain que ça a secoué beaucoup de gens avec qui on est allé à l'école. Surtout que c'était un crime extrêmement violent. Les gens ont du mal à comprendre que quelqu'un puisse être au travail et bien s'acquitter de ses tâches après avoir commis des crimes aussi horrifiants. Mais en réalité, il n'est pas si facile de reconnaître ce genre de monstre.
Généralement, les tueurs en série qui veulent continuer de s'en tirer doivent mener une double vie. Ils ont leur vie de meurtrier, de crime et de viol, qui est compartimentée et complètement distincte de la vie qu'ils doivent mener pour être perçus comme des personnes tout à fait normales. Il devient bientôt très évident que pour le jeune homme de 27 ans, ce double meurtre n'est pas un acte isolé. En examinant de plus près la boîte à outils de Napper, la police s'intéresse particulièrement à la carte à noter qui se trouve à l'intérieur. Napper avait noté beaucoup de choses sur ces cartes, et ces notes correspondaient aux endroits où avaient été perpétrés les crimes qualifiés de viol de la Green Chain. Dans son petit meublé, on a trouvé plusieurs griffonnages mentionnant telle ou telle partie de cet espace vert. Et il y avait un cercle entourant quelques bouleaux regroupés, ici, à ma droite. Il offre un excellent point de vue de l'arrière d'une maison où l'une des victimes a été violée. Il semble maintenant que les 4 ans de terreur qui ont précédé les meurtres de Samantha et de Jasmine Bissett pourraient être l'œuvre de Robert Napper. Je suis presque certain que Napper a commis la plupart des viols de la Green Chain. Il y en a eu 70, peut-être même 80, et tous les indices portent à croire qu'il a bel et bien commis la plupart de ces viols. Quand on sait que le viol est un crime relativement rare et que 10 de ces viols ont été perpétrés à peu près au même endroit, on est en droit de penser qu'ils ont tous été commis par la même personne. On croit que Napper a commis son premier viol en 1989, dans une maison en bordure du parc. L'agression l'ayant laissé dans un état de confusion mentale, il s'est senti obligé de tout avouer à sa mère. Il a dit à sa mère que des gens lui voulaient du mal parce qu'il avait violé une femme près du parc de Plumstead. Sa mère est allée voir la police pour signaler que son fils lui avait dit qu'il avait violé une femme à Plumstead et qu'il fallait faire une enquête. Les policiers ont consulté leur rapport et ils n'ont rien trouvé concernant un viol dans le parc de Plumstead. L'agression a en fait eu lieu près du parc voisin, Winds Common. Par conséquent, le rapport de police ne concorde pas avec les dires de la mère. À mon avis, Napper a dû se sentir invincible parce qu'il s'en sortait toujours depuis assez longtemps. Quand on fait une chose à répétition, on finit par savoir ce qui est efficace. Napper a sans doute délibérément choisi de mener une vie discrète et de pratiquer un métier très facile. Robert était tout de même un homme assez instruit, si je me souviens bien. On aurait pu se demander pourquoi il avait choisi un emploi aussi ennuyeux. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles des gens peuvent choisir un emploi bien en dessous de leur capacité intellectuelle. Ils peuvent se sentir incompétents ou douter d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qu'ils peuvent réussir à la hauteur de leur talent et ils ne savent même pas. Mais certaines personnes peuvent aussi vouloir avoir assez de temps libre pour suivre des gens et pour planifier des agressions. Les experts croient qu'il choisissait des femmes qui avaient des enfants parce que, pendant l'enfance, un ami de la famille lui avait fait subir des sévices sexuels. Chez un enfant victime à répétition de sévices aussi sadiques, il demeure énormément de rage et de colère. Chez Napper, ces sévices ont sans doute eu des conséquences psychologiques qui le poussaient à choisir des femmes qui avaient des enfants. Ce choix avait une signification très intime pour Napper. Il essayait de régler quelque chose intérieurement en procédant de cette façon. On croit que ces douloureux souvenirs d'enfance sont exacerbés par l'image peu flatteuse que Napper avait de lui-même à mesure que les viols se multipliaient. Quand un homme impuissant essaie de violer une femme et qu'il n'y arrive pas, il va blâmer la femme et devenir très violent parce qu'il est furieux qu'elle l'ait humilié. Elle a assisté à son humiliation et c'est sa faute à elle s'il n'y arrive pas et s'il est un raté.
Et puis, bien sûr, il y a l'utilisation du couteau. Il est très difficile d'échapper à l'analogie freudienne, puisque le couteau semble souvent être utilisé en remplacement de l'érection. Dans le cas de Napper, il n'est pas exagéré de dire qu'il avait l'obsession des couteaux. Il s'en servait régulièrement lors de ses crimes et même jusqu'à l'excès. Il avait une fascination morbide pour les blessures qu'un couteau peut infliger à un corps. À peine 3 mois après l'arrestation de Robert Napper, la poursuite contre Colin Stagg pour le meurtre de Richard Nickell à Wimbledon est abandonnée. Les éléments de preuve si essentiels qui permettront de faire condamner le meurtrier proviendront d'une boîte à outils rouge appartenant à Robert Napper. En octobre 1995, Robert Napper subit son procès à la cour de l'Old Bailey. Il est inculpé pour l'abominable double meurtre de Samantha Bissett et de sa fille de 4 ans, ainsi que pour une série de viols perpétrés dans le sud-est de Londres. À l'époque, on n'était pas certain qu'on arriverait à le faire condamner. Séparément, chacun des éléments de preuve contre lui n'aurait pas été suffisant pour le faire condamner, mais en les réunissant, on sentait que c'était possible. La police s'inquiète, mais en fin de compte, il n'y aura pas de procès devant jury. Il a plaidé coupable à l'accusation d'homicide involontaire invoquant une responsabilité réduite pour les meurtres de Samantha et de sa fille. En d'autres mots, il souffrait d'un trouble mental au moment des meurtres et en fait, on l'a interné à Broadmoor, l'hôpital psychiatrique à sécurité maximale. Il restait encore à résoudre le mystère du meurtre de Rachel Nickell. Les accusations portées contre Colin Stagg, le principal suspect, étaient retirées depuis 1 mois. Une fois de plus, la police subit d'intenses pressions. Il faut résoudre le meurtre de Wimbledon. On peut être enquêteur aux homicides depuis 25 ans et n'avoir besoin d'aucune aide pour résoudre des meurtres. Mais c'est différent pour les meurtres à caractère sexuel. Les façons habituelles d'aborder une enquête, la recherche de mobiles et de circonstances, tout ça est beaucoup moins efficace quand il s'agit d'un meurtre à caractère sexuel. Il y a des similitudes frappantes entre les meurtres de Samantha et de Jasmine commis par Napper et le meurtre de Wimbledon, mais il est éliminé en tant que suspect en raison de la distance entre les lieux des attaques. On sait que les agresseurs préfèrent agir près de chez eux pour pouvoir rentrer à la maison rapidement. Ils commettent leurs crimes dans des secteurs qu'ils connaissent très bien. Pourtant, un examen plus approfondi du recueil de cartes dans lequel Napper notait ses agressions révèle qu'il s'est hasardé dans des secteurs qu'il connaissait moins. Sur l'une des pages très annotées, on pouvait voir Isabella Plantation à Richmond Park, qui se trouve tout près de Wimbledon Common, où Rachel a été tuée. Ça nous a intrigués. En décembre 1995, les policiers ont questionné Napper à Broadmoor et il a refusé de répondre à toutes les questions. 10 ans plus tard, grâce à l'ADN, le meurtre de Wimbledon est enfin résolu. Tous les vêtements que Rachel portait le jour du meurtre étaient abondamment tachés de sang. Grâce aux techniques dont la police disposait, qui permettaient de prélever le sang sur les vêtements, on a découvert un échantillon microscopique de sang provenant d'une autre personne. Et cette personne était Robert Napper. Tragiquement, le fils de 2 ans de Rachel a assisté au meurtre de sa mère. Et dans ses cheveux s'est retrouvé un élément de preuve capital. Il y avait de petits éclats de peinture, et ils ont pu déterminer qu'ils provenaient d'une boîte à outils en métal. La boîte à outils en question appartient à Robert Napper. En novembre 2007, Napper est inculpé pour le meurtre de Rachel Nickell. Napper a plaidé coupable au chef d'accusation d'homicide involontaire pour la mort de Rachel Nickell et comme il l'avait fait pour Samantha Bissett, il a invoqué une responsabilité réduite.
C'est intéressant parce que pour le meurtre de Rachel Nichol, au début, il n'avait pas plaidé coupable. Il l'a fait plus tard quand il a découvert qu'il y avait des éléments de preuve extrêmement accablants. À mon avis, ça prouve qu'il n'était pas vraiment fou, puisqu'à la dernière minute, il a compris qu'il n'arriverait pas à s'en tirer. Napper retourne à l'hôpital Broadmoor, où il sera détenu indéfiniment. On a du mal à comprendre pourquoi ce meurtrier à l'esprit dérangé a commis des actes d'une violence aussi atroce. Cet homme solitaire est-il victime de son enfance malheureuse ou est-il plutôt un tueur né? À mon avis, Napper avait tout contre lui. Il avait de graves problèmes psychiatriques et il a réussi à commettre une série de crimes haineux. Il a réussi à faire ça sans se faire pincer plus par chance que par calcul. Ça lui a sans doute donné l'impression d'être invincible. Dans le cas de Napper, il y avait un mélange très toxique de dispositions naturelles et d'éducation. Quelqu'un peut avoir certains penchants, mais l'éducation joue un rôle important et, à mon avis, personne n'est un tueur né. Je ne crois pas que Robert Napper soit un tueur né, mais plutôt que l'agression qu'il a subie à l'âge de 12 ans a changé sa vie. Les gens atteints du syndrome d'Asperger ne sont pas violents de nature, ce sont plutôt certains événements de sa vie qui ont fait de lui un meurtrier. On ne connaîtra peut-être jamais toute l'étendue des crimes de Robert Napper. Heureusement, ces meurtres horrifiants sont choses du passé pour les gens qui profitent aujourd'hui des espaces verts du sud de Londres. Par contre, certaines personnes n'oublieront jamais les victimes. Ça a changé ma façon de voir la vie. J'ai essayé de rester positif. Mais les souvenirs sont toujours là. Je ne sais pas si un jour, on leur fera justice. De toute façon, rien ne pourra les ramener. Jasmine aurait 24 ans aujourd'hui et elle aurait peut-être des enfants. Je ne crois pas que justice leur sera jamais faite.